Bonjour à tous et à toutes. On a quelques minutes avant que tout le monde se connecte, donc n'hésitez pas à vous servir une boisson, ouvrir la fenêtre, ou regarder votre portable, enfin quoi que ce soit qui puisse vous aider avant que nous commencions. Attendons 1 ou 2 minutes de plus avant de commencer ce webinaire. Je remarque que depuis qu'on travaille tous de la maison, qu'on fait du télétravail, on arrive très souvent en retard au rendez-vous, ce qui est très difficile de terminer à l'heure, ou de plus en plus. Très bien, je vois de plus en plus de personnes se connecter. En ce mardi après-midi. Très bien, nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous recevoir pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des soft skills avec un titre un petit peu dans la provocation, on dirait ce qu'on dit au revoir la personnalité, mais bonjour le comportement. En effet, nous allons parler de l'identification des comportements, mais aussi nous allons nous demander comment comment nous accompagner le changement, c'est-à-dire le changement du comportement. Et pour ce faire, j'ai la chance et le grand plaisir d'avoir avec moi Pierre de Souza, qui est CEO de Skilder. Bienvenue Pierre. Bonjour à tous. Merci Pierre de nous rejoindre aussi pour ce webinaire. Je suis vraiment impatient de le commencer et de rentrer dans le vif du sujet avec toi, puisque nous préparions ce webinaire, on a vu que nos deux expertises, toi dans l'identification des compétences et moi ou nous Coach Hub dans l'accompagnement de ces compétences, nos deux expertises ensemble combinées a permis de créer ce webinaire. Et ce que je peux déjà dire à l'audience aujourd'hui, c'est que la structure de ce webinaire va être très simple. La première section, ce sera l'identification des compétences grâce à la solution Skilder, une grande start-up innovante française dont Pierre va nous décrire davantage. Et aussi Coach Hub, donc l'accompagnement des compétences grâce au coaching et surtout le coaching digital. Donc, je vous propose que Pierre et moi, nous nous présentions rapidement et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour vous donner un petit teaser ou un amuse-bouche ou comment ça va se passer dans le reste de l'heure, nous avons en fait une quinzaine de diaporamas, je dirais. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer à avoir trop de diaporamas. Nous avons construit un contenu ou un webinaire assez court et aussi assez interactif, puisque nous allons utiliser l'outil Mentimeter pour interagir avec vous, pour vous poser quelques questions. Donc voilà, j'espère que vous avez votre café avec vous, que vous êtes prêts à être emportés avec nous sur ce sujet super intéressant. Donc je t'en prie Pierre, quelques moments pour toi pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de votre compréhension. La caméra de GoToMeeting ne veut pas démontrer mes comportements non verbaux, donc vous m'entendrez, mais vous n'aurez pas
le visuel sur ce que je peux exprimer autrement que par la voix. Donc moi, je suis effectivement ingénieur de formation et j'ai passé l'essentiel de mon expérience professionnelle à piloter des portefeuilles de projets innovation. Et voilà, pour l'histoire, je suis tombé un jour dans des fonctions par hasard plus commerciales et j'ai pu pratiquer des comportements qui étaient au cœur de cela, aussi managériaux, mais aussi voilà, commerciaux, et déployer des comportements qui me semblaient très loin des préjugés que j'avais du métier de commercial. Et je me suis posé cette question, mais finalement, quand on fait preuve d'empathie avec un client, qu'on construit une solution avec lui, qu'on est à son écoute, qu'on déploie tous ces comportements, comment j'aurais pu savoir plutôt en tout cas que ce type de comportement m'intéressait et finalement qu'est-ce qui était derrière ces comportements, qu'est-ce qui faisait un bon manager, qu'est-ce qui faisait un bon commercial. Eh bien c'était à peu près toute la communauté était d'accord pour dire qu'il s'agissait de soft skills. Et donc c'est vraiment de là que je me suis intéressé aux soft skills en prenant vraiment cet exemple voilà, de l'assessment, comment venir chercher ce comportement, et on aura l'occasion d'aller un peu plus en détail au cours de ce webinaire. Merci beaucoup, Pierre. Et je suis donc Morgane, je suis Senior Behavior Scientist. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez difficile à prononcer, c'est vrai. J'ai plusieurs casquettes. Je suis psychologue du travail, je suis coach, j'étais dans la formation. Donc, en fait, j'étais responsable de la formation de la gestion des compétences. Et donc, en fait, j'aime développer et aider les gens à apprendre, surtout au travail. Je suis coach et j'aime la psychologie positive, c'est-à-dire vraiment se focaliser sur les points forts ou le potentiel, les motivations, les intérêts de l'individu. Et j'ai rejoint CoachUp parce que lorsque j'étais dans la formation, je m'apercevais qu'en fait le coaching, c'était ce qui me passionnait le plus, mais c'était aussi l'activité, l'intervention, le type d'accompagnement le plus demandé de la part des salariés, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus d'un accompagnement personnalisé, individualisé. Et en fait, je trouve qu'autour de moi, généralement, quand on dit coaching, c'est un mot qui peut dire tout et n'importe quoi, mais généralement, on est très intéressé. Il y a vraiment un grand intérêt autour du coaching. C'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser davantage dans le coaching. Et dernier mot là-dessus, ce que je fais chez CoachUp, j'ai la chance de rencontrer des décideurs RH tous les jours. Et je suis en fait leur partenaire stratégique. On discute ensemble de comment on peut intégrer le coaching dans leurs initiatives de développement des individus, des équipes au travail. Donc, voilà ce que je fais. Donc en effet, pour résumer, Pierre va davantage parler de comment on identifie les compétences. Donc on va parler des soft skills, hein, qu'est-ce que c'est. Et moi ensuite, je vais parler de comment le coaching, et surtout coaching digital, permet l'accompagnement de ces compétences ou le développement de ces compétences. Très bien. Et à la fin, bien sûr, il y aura un Q&A, donc questions-réponses pour adresser tous les sujets dont vous trouvez importants. Super. Pour commencer l'introduction de ce webinaire, on avait envie avec Morgane de partager cette image simple et pourtant percutante du bateau. Et cette question, la question clé derrière ça, c'est finalement qu'est-ce qui fait une équipe? Une équipe, voilà, c'est savoir mettre en place toute une technique de cordage, de voilerie, savoir virer de bord, etc., etc. Et quand on est capitaine sur un bateau, et bien on va devoir effectivement déployer tout cela. Mais ce qui fera un bateau, c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'une cohésion se crée au sein de l'équipe. D'éviter sur le long terme des conflits pendant 2-3 mois, se faire respecter sur le bateau, mais aussi mettre en place un climat de confiance où on sait que quelqu'un qui est derrière nous va veiller à notre sécurité. Donc c'est vraiment tout cela et toute cette partie d'animation et de vie en groupe autour de compétences comportementales qui vont être vraiment tangibles les deux et qu'on va vraiment ressentir, surtout dans un espace confiné, bien qu'à l'air libre, que constitue le bateau, c'est vraiment essentiel. Merci Pierre.
Donc, voici la première question que nous aimerions vous poser avant que nous rentrions davantage dans le contenu. Comme ça, on va pouvoir adapter notre contenu ou notre retour d'expérience selon qui vous êtes en majorité. En effet, si vous êtes là pour la majorité des coachs hein, ou juste des curieux, bah, notre niveau d'explication, de description va changer. Donc, pour ce faire, pour que vous puissiez répondre à la question qui s'affiche sur votre écran, je vous invite hein, à aller sur le site internet www.menti.com. Vous pouvez faire cela grâce à votre téléphone portable ou bien ouvrir une nouvelle fenêtre sur votre ordinateur. Et lorsque vous êtes sur ce site internet, vous allez pouvoir rentrer le code hein, affiché tout en haut. Et on vous laisse quelques secondes pour ce faire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi écouter, ne pas forcément jouer avec nous. Très bien. Donc nous voyons, il y a déjà un curieux ou curieuse ou peut-être une autre personne un autre profil qui n'a pas été décrit. Très bien. Et cette question aussi un peu une question d'entraînement pour arriver à se connecter à l'outil, puisqu'en effet, tout à l'heure, nous allons poser des quiz ou des questions sur une belle vidéo que Pierre vous a préparée. Très bien. Donc on voit que d'autres praticiens RH, donc des praticiens RH soit dans le recrutement, dans la formation, en grand nombre aujourd'hui, ainsi que 2 coachs par exemple. Et bien sûr, vous pouvez voir qu'on peut choisir plusieurs options. Donc, on pourrait être coach et chercheur, c'est possible. Mais très bien. Donc, maintenant que plusieurs personnes se sont connectées, on va continuer parce que vous aurez aussi la chance de vous connecter plus tard. Donc, continuons. Pierre, dis-moi quand tu veux que je. Oui, bah, écoute, tu peux y aller, Morgane, tu peux lancer et puis on va décrire cela. Alors, attends juste une petite seconde. Oui, la question, effectivement, derrière cela, c'est comment, qu'est-ce qu'une interaction? Voilà, donc tu peux y aller, Morgane. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est effectivement de voir, alors déjà, voilà, c'est vraiment le type de choses qu'on vient proposer, c'est de venir recréer des interactions avec des équipes. Et donc, vous voyez un joueur en haut qui va venir se comporter vis-à-vis d'une équipe. Alors, malheureusement, vous n'entendez pas tout à fait le son. Je vais me taire juste quelques secondes. Donc là, on est en train d'écouter, voilà, une interaction entre des équipes projet et puis un joueur qui va venir jouer le rôle ici d'un chef de projet et qui vient questionner, proposer une question de brainstorming. Voilà. Donc il vient se présenter et puis chacun des membres se présente et puis il fait une introduction. De quelle manière, voilà, de quelle manière, qu'est-ce que vous attendez de cette idée, qu'est-ce que vous attendez de ce projet, quelles sont vos idées là-dessus. Et donc, je sais pas si vous allez vraiment bien suivre là, moi de mon écran, Morgane, hein, je suis pas exactement très bien le détail des interactions, donc peut-être que les autres ne vont pas le suivre précisément. On voit qu'il y a un certain nombre d'interactions et puis on va voir l'homme qui s'appelle David couper un petit peu la parole et puis Marie essayer de placer une ou deux phrases, etc., etc. Et ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont effectivement la personne va interagir. Donc là, voilà, le joueur ici, peut-être vous l'avez entendu, essaie voilà, de dire gentiment à David
que ce serait sympa de laisser parler Marie. Et puis, voilà, expliquer un petit peu l'enjeu de ce brainstorming. Donc, c'est vraiment ce type d'interaction-là. On a vu quelques interactions ensuite écrites où le joueur commence à rédiger une note un peu proactivement sur ce qui s'est vécu là-dedans. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de venir observer une interaction. Et donc là, une interaction qui se veut assez immersive, où on va venir à la fois interagir avec des avatars à l'oral, à la fois rédiger des emails, à la fois faire un certain nombre d'actions. Et c'est vraiment donc sur ce type de choses qu'on va pouvoir baser ensuite un certain nombre d'observations. Voilà. Très bien. Donc là, tu es en train de nous dire que grâce à ton jeu ou la plateforme, ou grâce à la gamification, le fait de pouvoir enregistrer sa voix, pouvoir interagir avec des avatars, d'être mis en situation ou en contexte professionnel, il est simple pour vous et vos experts d'identifier les compétences. Alors tout à fait. Maintenant, de quelle manière le faire? Et c'est vraiment toute la question qu'on aimerait vous poser maintenant. C'est derrière cela, voilà, peut-être que tu peux effectivement aller au slide suivant, Morgane, et puis introduire ces questions-là. Mm-hmm. Très bien, oui. Donc la première question, en effet, on a vous poser aussi, c'est qu'est-ce que ce manager, si vous avez eu l'opportunité, la chance de pouvoir entendre, qu'est-ce que ce manager ou joueur devrait le plus travailler, selon vous, avec un coach professionnel? Est-ce la collaboration, le leadership, l'intelligence émotionnelle, la communication ou la bienveillance? Donc, Pierre vous a exposé un peu la situation de travail. Donc, je trouve que c'est un très bon exemple, une très bonne mise en situation aussi pour comprendre quelle était la compétence peut-être la plus démontrée, exprimée. Mais selon vous, qu'est-ce que ce manager ou joueur devrait le plus travailler avec un coach? Nous voyons déjà plusieurs réponses et aussi des différences de perspective ou d'opinion. Mais apparemment, comme la majorité d'entre vous pensent que ce manager devrait développer la communication. Bon, c'est une super bonne nouvelle. C'est probablement que vous entendiez bien mieux que ce que j'entendais de mon côté sur l'interaction. Donc ça, c'est super. Est-ce que veux-tu déjà parler de l'injonction dont tu me parlais, Pierre? Il y a vraiment une vraie question quand on veut venir observer sur une interaction. Donc là, on a toute une richesse d'interaction en situation qui nous permet de regarder de quelle manière se comporte ce joueur. C'est toute la difficulté quand on veut venir mettre en mouvement une personne qu'on va vouloir coacher, c'est de l'ordre de l'injonction. Et quand on utilise un vocabulaire, et en tout cas un vocabulaire de compétences, il va être extrêmement important. Et on entend souvent cette injonction de bienveillance, par exemple. Voilà, il faut être plus bienveillant. Et c'est vraiment des questions qui sont importantes parce que dit de cette manière-là, ce sont des injonctions qui ne sont pas actionnables en comportement et en piste de progrès concret. Et si je prends l'exemple, par exemple, d'un enseignant à qui on demande d'être bienveillant, c'est un petit peu comme si on demande à une personne qui s'occupe de préparer une chambre d'hôtel de faire une chambre accueillante. Dit de cette manière-là, on ne voit pas forcément quels sont les éléments qu'il y a derrière et de quelle manière venir vraiment actionner de manière concrète des comportements. Et quand on parle effectivement de collaboration, de leadership, d'intelligence émotionnelle, de communication ou même de bienveillance, on voit bien qu'on est sur des niveaux de compétences qui sont importants, qui sont vraiment des macro-compétences, qui vont regrouper un très important nombre de comportements sous-jacents et qu'il va être difficile de venir actionner. Et donc, pour ça, avec Morgane, on a souhaité poser une seconde question juste après. Je vais laisser Morgane introduire. Le joueur devrait le plus travailler avec un coach. Donc, c'est la même question, mais en fait, avec des qualités ou des compétences ou un comportement observable différent. Donc, est-ce que ce manager aurait pu poser davantage de questions? Aurait-il pu
avoir une aptitude à recadrer son interlocuteur, ou s'affirmer davantage? Qu'est-ce que selon vous ce manager aurait dû faire ou devrait plus travailler avec un coach si nous changeons la réponse? En effet, Pierre, j'aimais beaucoup quand tu parlais d'injonction, parce que tout ça montrait la nécessité et l'importance de identifier ou bien de faire l'effort de décrire le comportement attendu, espéré. C'est-à-dire donc c'est-à-dire faire l'effort de dire qu'est-ce qu'un comportement et qu'est-ce que nous recherchons, essayer de mettre des mots beaucoup plus justes et du coup des comportements plus actionnables. Parce qu'on dit développer la communication, parlons de communication prise de parole en public, ou parlons de communication écrite, on peut parler de tout et n'importe quoi autour de la communication. Du coup, j'aime ce travail de skilder de pouvoir vraiment aller rentrer dans le détail de ce que nous pensons, ce qu'est en fait, ce que sont les soft skills. Tout à fait. Et on voit bien qu'il y a certaines techniques de formation qui fonctionnent très bien empiriquement parce qu'elles sont justement très précises. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple que je vais donner, c'est l'intelligence émotionnelle, hein, qui a été popularisée par Goldman, et on va retrouver 25 compétences. Et encore, ces 25 compétences sont encore des macro-compétences, des grands champs de compétences qui peuvent être décrites un petit peu plus. On a des techniques qui sont très précises, de l'ordre de, par exemple, l'écoute active, hein, où on a un certain nombre d'actionnages qui vont être très précis, de focus attentionnel, de back channeling, où on va venir donner du feedback sur la manière dont on perçoit l'autre, la manière de poser des questions et de quelle manière poser des questions, de quelle manière montrer l'intérêt pour l'autre, de quelle manière reformuler, etc., etc. Et donc tous ces éléments-là, si on arrive à bien les cibler, on est en mesure de bien les observer. Et à partir du moment où on peut les observer, on peut les mesurer, et comme dit l'adage, ce qui se mesure peut s'améliorer, et ce qui ne se mesure pas, on a du mal à venir le piloter. Et donc c'est vraiment toute cette démarche qui est extrêmement importante, et ce grand chapitre de webinaire qu'on voulait faire avec Morgane, c'est de montrer qu'en fait, il est très important, déjà dans les mots qu'on va utiliser, dans la manière dont on va segmenter un coaching et proposer des comportements, de proposer des choses qui sont extrêmement précis. Donc, c'est vraiment un vrai travail à la fois scientifique et comportemental et métier, de venir identifier et poser les bons mots sur des comportements afin de les rendre véritablement actionnables. Très bien. Je vous propose de continuer en parlant des soft skills. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, quand on parle de soft skills sur le marché, et cette introduction va vous apporter aussi un petit peu de lumière à tout cela, on distingue généralement un certain nombre de notions. Ici, on en a pris 3 en particulier avec Morgane parce qu'elles sont particulièrement présentes sur le marché. On a la notion de personnalité. Quand on parle de personnalité, on est de l'ordre de où je me ressource. Voilà, la notion de personnalité, elle a pas mal évolué au fur et à mesure des travaux scientifiques. Et aujourd'hui, on est vraiment sur cette notion de où est-ce que je me ressource. Je prends l'exemple assez concret, introverti, extraverti. Voilà, est-ce que je me ressource auprès des autres, ou est-ce que je me ressource plutôt quand je suis seul? C'est là que je fais mon regain d'énergie. Il y a une deuxième notion qui est la notion de motivation. La notion de motivation, c'est qu'est-ce qui va me mettre en mouvement. Est-ce que je suis motivé, et là où je suis motivé, je vais pouvoir effectivement être plus efficace dans mes apprentissages. Et enfin, il y a cette notion de compétence finalement, et la compétence, c'est est-ce que je sais faire? Et aussi bien, voilà, on peut être introverti parce qu'on ne se ressource pas forcément au contact des autres, on peut ne pas être motivé pour être manager, ne pas avoir d'ambition de carrière de manager en tout cas, et concrètement, tout de même, en situation, quand on est confronté à une animation de réunion, à un échange avec des collègues, on sait encourager, on sait définir des objectifs, on sait décliner des objectifs, on sait motiver, faire preuve de dynamisme. Quand on parle, les autres nous écoutent.
voilà, poser des questions, reformuler, déployer finalement des comportements concrets qui vont avoir une existence réelle dans l'interaction. Et donc, c'est vraiment voilà, des notions qui sont très, très importantes, et qui sont tout à fait complémentaires. Voilà. Et aussi bien, c'est important de connaître sa personnalité pour savoir où on va venir se situer dans cette interaction. C'est également intéressant de connaître un peu ces éléments de motivation pour concrètement travailler sur la compétence. J'ai l'impression aussi derrière ces différents critères, il y a aussi une notion de performance. Non. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Cette notion de performance, elle se retrouve elle s'observe dans la compétence. Maintenant, elle est éclairée par tout un ensemble d'éléments. C'est-à-dire, est-ce que ces compétences, on les a acquises? C'est des compétences. On a beaucoup dîné hein, de prédisposition, en tout cas dans les soft skills. Par contre, toutes les compétences peuvent avoir un degré, je dirais, de prédisposition peut-être plus importante que pour des hard skills. Par contre, toutes les compétences peuvent s'améliorer et peuvent se pratiquer. Maintenant, quand on veut être performant et durer, bah, c'est là que la personnalité et la motivation vont être importants parce que pour acquérir un nouveau savoir, si on est motivé par un objectif très clair et qu'on comprend la motivation de son collaborateur, qu'on comprend sa propre motivation, on va pouvoir le mettre sur un chemin qui correspond à sa motivation, de sorte à ce qu'il acquiert de la compétence. De la même manière, si une personne est très introvertie et qu'elle sait en même temps très bien faire preuve d'art oratoire, eh bien on sait que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, même si elle est très compétente, de la mettre H24, 7 jours sur 7 sur des conférences internationales où elle va parler parce qu'elle va s'épuiser. C'est pour ça que c'est important de se connaître soi-même. C'est vraiment, voilà, la personnalité sert aussi à ça, de se connaître soi-même en termes de motivation et de travailler ses compétences de manière efficace. Très bien, merci beaucoup Pierre de partager ces bonnes et très simples définitions de ces aspects si importants, donc ces aspects qui en fait cachent un peu en effet la performance, l'engagement au travail ou le développement professionnel et personnel au travail. Donc on verra en effet plus tard aussi que le coach en fait arrive à mettre aussi en lumière ces aspects-là chez son coaché. On va aussi dire comment le coach arrive à le faire. Et maintenant qu'on a eu ces définitions si belles, nous avons une nouvelle question pour vous. C'est-à-dire que selon vous, qu'est-ce qui se mesure facilement, qu'est-ce qui se développe facilement entre la personnalité, la motivation et la compétence? Pour ce faire, si vous reprenez votre portable, et en plus, j'ai d'avoir remarqué, vous pouvez vous balader dans notre présentation vous-même, vous êtes autonome dans la présentation. Donc, si vous êtes sur des diaporamas précédentes, vous pouvez juste faire suivant, 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 jusqu'à retrouver ce que vous voyez sur l'écran. Et si vous n'êtes pas connecté, pour chaque, si vous êtes devant le formulaire, hein, pour chaque trait, il y a vraiment voilà, deux caractéristiques à mesurer. C'est pour vous, est-ce que c'est facile ou difficile à mesurer? Et la seconde question, c'est est-ce que c'est facile ou difficile à développer? Voilà. Donc, par exemple, la personnalité, est-ce que pour moi, c'est facile à mesurer, par exemple, au travers de QCM, de questionnaires, etc. Et la seconde, c'est est-ce que c'est facile à développer? Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mesurer ces éléments pour les trois traits. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a toujours des points de vue, des opinions, des perspectives ou des expériences différentes sur ces questions. Donc, du coup, quelle serait la réponse selon Skilder? Est-ce que vous avez observé? Alors, c'est très intéressant ces retours. De l'expérience qu'on a pu tirer de nos déploiements clients, on constate plusieurs choses et la littérature scientifique, elle nous aide aussi à avancer sur cette notion.
qu'effectivement, la personnalité, elle se mesure, elle se mesure très facilement. Et on retrouve un petit peu la même chose pour la motivation. Elle se mesure très facilement, non pas facilement. En tout cas, ce sont des modèles qui sont connus depuis longtemps et très bien maîtrisés par justement les coachs, les praticiens RH au travers de questionnaires de personnalité, de questionnaires de motivation. Et c'est quelque chose qui a l'avantage d'être relativement facile finalement à venir mesurer parce qu'on peut le faire au travers de QCM. Et en parallèle, on trouve pour la personnalité et la motivation un caractère plus intrinsèque à l'individu. C'est-à-dire que la personnalité, elle va évoluer au fil du temps, au fil des années. Elle va peut-être évoluer selon les contextes, mais elle reste quelque chose qui est de l'ordre de l'identité. Il y a plein de choses qui définissent l'identité et chaque modèle qu'on peut avoir n'est qu'une certaine vision de la réalité et de la compréhension de soi. Ceci dit, ça permet vraiment de comprendre quels sont ces endroits où on se ressource. La motivation, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment des grands piliers de motivation. J'ai encore parlé d'injonction. Il faudrait te motiver un petit peu. Ouais, non, mais c'est pas ça qui me motive. Par contre, de savoir ce qui me motive, ça me permet peut-être d'actionner les bons leviers ou de mettre en place. Et quand on est vendeur, hein, quand on fait du commerce, on va venir chercher les bons leviers qui motivent. Et une même solution peut être valable pour répondre à telle motivation ou peut-être à telle autre motivation, mais ça ne va pas être la même en tout cas pour un individu ou l'autre. Et ça permet de connaître cette motivation, de venir vraiment se naviguer dans un développement personnel. Pour ce qui est de la compétence en matière de soft skills, c'est là qu'on a des réponses intéressantes. Et bien effectivement, c'est ce qui est le plus facile à développer. Et là, le collectif valide un petit peu ça, cette différence entre personnalité, motivation, compétence. Et la compétence, on peut vraiment agir dessus. On peut vraiment agir de l'ordre du comportement. En matière de mesure, c'est effectivement, on le voit, c'est ce qui sort, de l'individu dans l'interaction. Donc, on peut l'observer et en même temps, on a besoin de l'observer dans une situation qui va être une situation réelle. Et aussi bien la personnalité et motivation, on va pouvoir, par exemple, le déployer au travers d'un test de personnalité, au travers d'un QCM, autant la compétence, ça va être un petit peu plus complexe à déployer parce qu'il va falloir connaître bien les comportements qu'on va vouloir cibler. Pour ordre de grandeur, on a 170 comportements qu'on va venir cibler au sein de Skillder. Hein. Donc, c'est une variété très, très importante et des comportements de soi par rapport à soi-même, de soi par rapport aux autres, de soi par rapport à un collectif, etc. etc. Et surtout, il va falloir déployer des outils d'évaluation qui vont être plus complexes parce qu'il va falloir observer la personne réellement en situation. Et c'est là qu'on retrouve des dispositifs comme l'Assessment Center hein, qui se déploie depuis déjà pas mal de temps, qui nous permettent, on ira un petit peu plus loin juste après, de venir vraiment déployer des comportements, les observer et en tirer un certain nombre de conclusions. Très bien, merci beaucoup Pierre. J'apprends aussi toujours de toi. En tout cas, en effet, des entreprises, des startups comme la vôtre qui sont spécialisées, ou en tout cas, j'imagine que vous passez chaque jour à vous demander qu'est-ce que le comportement, comment il se développe, quelle est la meilleure façon d'identifier, ce de façon vraiment, en utilisant la gamification. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en effet, même les jeux vidéo, je peux me permettre de faire cette comparaison, il y a beaucoup d'apprentissage. Aussi, on apprend beaucoup sur nous-mêmes en jouant. Du coup, j'aime beaucoup qu'une solution comme Skillder, du coup, se spécialise vraiment dans la compétence professionnelle, en tout cas attendue en entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être c'est une excellente transition pour la suite, parce que le cœur en fait de la mesure du comportement, c'est précisément
la mise en situation. Et dans cette mise en situation, on a vu tout à l'heure, peut-être attendre une petite minute avant de lancer, Morgane, mais la mise en situation qu'on a vue tout à l'heure, ce sont des mises en situation qu'on fait déjà depuis des décennies sur des situations en présentiel qui datent qui sont hérités notamment du milieu militaire pour venir évaluer des généraux initialement où l'idée c'était vraiment de se dire on va avoir besoin de compétences de leadership qui vont être déployées dans des situations de tension. On a besoin de venir expérimenter ces situations de tension pour voir les réactions concrètes en situation de stress, en situation de groupes importants à venir déployer sur des actions qui vont être précises, qui vont être, etc., etc. Et donc cette situation qu'on a déclinée finalement à l'évaluation des managers, ça reste la plus pertinente et la plus prédictible pour venir réellement observer des comportements. Donc à partir du moment où on peut effectivement mettre en situation pour observer ces comportements, là on peut venir observer et mesurer un certain nombre de comportements. Alors, ce qui se fait avec un papier, un crayon en situation présentielle, peut se faire et grâce à l'IA, effectivement, et grâce à l'analyse automatisée et puis un regard croisé d'analyste auquel effectivement on tient beaucoup aussi chez Skilder pour venir vraiment avoir une vision complète et donner des clés de lecture. Donc il y a toujours cette étape, ce croisement entre l'IA et de l'analyste comportemental nous permet de venir identifier tout un panel de comportements donnés. Et peut-être que tu peux lancer donc, pour présenter un petit peu quel type de résultats on peut avoir. Parce qu'effectivement, comme on est sur du comportement, on est sur des choses extrêmement variées. Donc, vous voyez ici un certain nombre de compétences, les compétences Skilder, qui sont le type de matériaux sur lesquels on va venir se focaliser et de compétences globales qu'on peut voir, qualité de la relation commerciale, on va pouvoir les décliner en sous-compétences, en compétences précises et en interaction client. Vous allez voir à droite de l'écran sur des interactions concrètes, de quelle manière s'est comporté le joueur dans une interaction, au cours du chat, au cours de l'interaction orale. Vous voyez juste au-dessus un certain nombre de contextes parce que l'idée c'est de pouvoir effectivement comme on est sur de la donnée extrêmement riche, on n'est pas sur du QCM, on est vraiment sur des productions que va pouvoir faire le joueur face au jeu, vraiment sur du comportement. On va pouvoir remonter à telle production email, telle production vidéo. On va pouvoir aller voir le détail d'une compétence, c'est-à-dire cette compétence générale, qualité de la relation commerciale, elle est plutôt bonne, mais on voit qu'il y a vraiment un point fort à tel endroit et peut-être un point un peu plus à travailler à cet endroit-là, et pouvoir ensuite filtrer uniquement par texte écrit, parce qu'on sait que la personne va être beaucoup confrontée à l'écrit, ou au contraire, plus sur de l'oralité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir relier finalement une évaluation, une expressivité de comportement, comme par exemple la capacité à s'affirmer ou la capacité à reformuler, avec un taux d'expressivité de ce comportement, et de pouvoir aller jusqu'à l'extrait, à la production, ce qui est extrêmement riche en démarches de coaching, notamment pour se dire, effectivement, ça vaudrait le coup. Globalement, tu es plutôt expressif sur ta manière de venir écouter l'autre, et on voit que ton focus attentionnel, il est bien. On voit que ta capacité à poser des questions, c'est bien. Peut-être ça vaudrait le coup de travailler un petit peu le feedback, l'approbation, la reformulation. Et c'est peut-être sur ces comportements, et regarde, on peut les voir, on a la manière dont tu t'es comporté face à cette cliente difficile ou face à cette équipe projet, et ça vaudrait le coup de travailler dessus un petit peu plus précisément. Très bien. Je crois que j'ai entendu le mot coaching il y a à peu près 40 secondes. Ouais. C'est une très belle transition pour parler maintenant du coaching, donc comment nous accompagnement à ce changement comportemental. Mais Pierre, as-tu autre chose à dire sur Skilder ou l'identification de ces compétences? Alors peut-être que je pourrais juste
Bien sûr. Oui, je pourrais juste donner, effectivement, merci Morgane pour cette opportunité, peut-être juste donner un petit peu le lien qu'on fait entre le comportement et puis la mesure précise au travers de cet exemple très simple qui est de savoir démontrer de l'intérêt pour l'autre. On en parle par exemple dans l'écoute active ou dans cette notion de back-channeling, hein, de savoir montrer à l'autre qu'on est en train, voilà. Et comment concrètement, à partir de ça, on vient le décliner en un outil, en une solution très efficace pour aller venir chercher des marqueurs d'intérêt pour l'autre. Alors, il y a un marqueur d'intérêt pour l'autre qui nous intéresse particulièrement, et c'est celui-là que je vais détailler, c'est le marqueur d'approbation. Comme vous êtes en visioconférence, vous êtes en train de parler, et puis la personne en face, effectivement, elle va faire plusieurs signaux qui vont montrer l'intérêt que l'interlocuteur porte à vos paroles. Et ces marqueurs, ils vont être multiples. Donc, la première étape, c'est vraiment une étape de précision. Et on est vraiment dans les sciences humaines et sociales, de venir décrire l'interaction. Et un marqueur d'approbation, eh ben, on peut effectivement le décliner, parce qu'un marqueur d'approbation, ça va être un hochement de tête, ça va être une verbalisation, oui, je suis d'accord, ou tout à fait, ça va être une vocalisation, ça va être aussi une manière de fermer les yeux assez lentement, voilà, en même temps qu'on appuie un hochement de tête. Ce sont vraiment tous ces comportements qui vont être, à la fois être verbaux, paraverbaux et non verbaux. Une fois qu'on les a décrits de cette manière-là, on peut aller un cran plus loin en décrivant précisément, effectivement, c'est une vocalisation, mais quel type de vocalisation? C'est un hochement de tête, mais quel type de hochement de tête? Et une fois qu'on a vraiment bien décrit cela, là, on peut aller chercher une phase plus technologique pour se raccrocher à une technologie qui va nous permettre, par de l'analyse du signal, par du machine learning sur l'extrait audio, etc., venir identifier plus précisément un certain nombre de ces comportements et en voir à la fois la fréquence, l'occurrence, mais aussi l'amplitude, et être en mesure d'évaluer un taux d'expressivité de ce comportement-là. Donc voilà, c'est toute cette chaîne-là qui nous permet, à partir d'éléments voilà, concrets, de pouvoir aller jusqu'à une analyse concrète et une évaluation concrète. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Maintenant, passons à la deuxième section de ce webinaire. Avec grand plaisir, je vais partager, et aussi avec Pierre aussi, de son expérience aussi, donc comment il guide ses clients dans la deuxième partie, donc qui est l'accompagnement au changement comportemental grâce au coaching. Donc, je vous l'ai dit, je suis psychologue du travail, aussi coach moi-même, et je travaille chez CoachHub. Donc, je vais utiliser plusieurs types d'expériences que j'ai, plusieurs retours pour donner des éléments de réponse sur comment cet accompagnement se fait. Donc, tout d'abord, le coaching est une alliance relationnelle entre un coach et un coaché, et dans un processus aussi dans le but de maximiser le potentiel du coaché grâce à un contrat établi entre ces deux protagonistes. Donc, vraiment, un coach professionnel est certifié. Il y a des compétences très claires, ciblées. On parlait de ça au début en disant quelles sont la compétence ciblée. Et ben, en fait, le coach, grâce à ses compétences de coach, qui sont par exemple l'écoute, la reformulation, le questionnement et aussi la compréhension de ce que c'est un comportement et le changement comportemental, le coach va guider, accompagner le coaché dans sa réflexion, dans sa propre réflexion. Et pour aller plus loin dans cette définition, j'ai récemment fait ce petit dessin. Donc, j'ai un petit secret à partager avec vous. S'il vous plaît, ne partagez pas avec l'équipe design que j'ai partagé ce dessin qui n'a pas été encore validé par eux. Mais voilà, je pensais que c'était très simple, en tout cas, pour vous dire comment moi je décris le coaching. Vous voyez donc en effet deux protagonistes, l'un en face de l'autre, et le coaché qui est à droite s'imagine ou a des idées sur sa vie, sur comment il aimerait se développer, où est-ce qu'il en est au niveau de ses compétences, ses motivations, sa personnalité. Et il a un certain regard sur ses compétences. Et en fait, très souvent, notre propre regard, il peut être souvent biaisé, puisque nous avons nos propres peurs, nos propres doutes, nos propres objectifs, ou même on peut avoir des objectifs beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'on peut faire aussi. Et en fait, le coach est là pour, en fait, comme avoir une torche, une lumière
je dirais, la compétence du coach est dans cette torche aussi, dans aussi ses qualités humaines. Hein. Et le coach va pouvoir en fait mettre en lumière davantage l'objectif de l'individu, pouvoir mieux en effet identifier le comportement ou comprendre le comportement de l'individu. Donc grâce à cette interaction, cette relation, le coaché va prendre davantage de recul, va se questionner davantage et générer des idées ou de nouvelles perspectives sur ces questions. Tandis que le coach, lui, va vraiment inciter à l'introspection chez son coaché et va challenger la perception parce que le coaching n'est pas toujours facile. En tout cas, le développement peut venir avec des barrières ou des difficultés ou des choses personnelles parfois à partager. Donc, en effet, le coach n'est pas seulement là pour dire je vais te prendre la main et tout va bien aller. Le coach, on m'a toujours dit qu'un bon coach sait challenger, sait poser aussi des questions difficiles. Pour qu'en effet, ce que le coach présente sur la table et ce qui se reflète dans le miroir, dans son objectif, et bien que ce soit la meilleure représentation possible et qu'il y ait la meilleure efficacité. Voilà une courte introduction, définition de ce qu'est le coaching et on va voir comment le coach arrive à développer les compétences et surtout comment cela peut se faire de façon digitale. Donc, quel est l'intérêt d'un accompagnement au coaching? Donc, maintenant, on a bien vu, voilà, c'est une alliance relationnelle entre deux personnes. L'intérêt du coaching, ça permet de surmonter les obstacles. Ça permet, comme je l'ai déjà dit, d'aller sur un chemin de growth mindset, un chemin d'acquérir de nouvelles perspectives pour savoir où aller et comment évoluer. Il y a toujours le quoi, le pourquoi et le comment. Et on voit très souvent en séance de coaching, donc c'est cette recherche en fait de solutions personnelles individualisées qui est toujours prise en compte. Donc nous voyons en fait chez CoachHub que le coaching est de plus en plus demandé, de plus en plus démocratisé, puisque les formations qui sont plutôt à une méthode à taille unique, donc c'est un peu un apprentissage qu'on essaie de calquer à un groupe. Et c'est difficile de prendre en compte les besoins personnels de chaque participant, leur contexte, leurs besoins, leurs peurs, leur niveau de compétence. Et on voit aujourd'hui, surtout dans un monde virtuel et en pleine pandémie, que le coaching aide vraiment l'individu à mieux se connaître et à mieux identifier le chemin en face de lui ou elle. Donc, continuons. Ici, c'est un graphique à titre d'exemple que j'ai voulu vous préparer pour vous montrer comment ce développement des compétences se fait grâce au coaching. Donc, chez CoachHub, un programme de coaching dure entre 3 et 6 mois. La plupart du temps, 6 mois pour qu'il y ait vraiment un changement comportemental, parce qu'en effet, je ne change pas de comportement comme ça du jour au lendemain. C'est un travail de longue durée. Vous voyez, dès le premier mois, il y a une évaluation des compétences que nous faisons aussi chez CoachHub. Puisque nous avons notre propre référentiel de compétences, c'est une auto-évaluation qui se fait sur 18 compétences, mais il y a aussi la solution Skilder de Pierre dont il nous a parlé. Et donc cela, au début d'un programme de coaching, nous permet du coup d'évaluer les compétences de ce coaché, où il en est, sur des critères bien précis, actionnables. Et à la fin du programme de coaching, nous avons du coup une deuxième évaluation qui permet d'évaluer le retour sur investissement, où nous pouvons faire passer le même outil pour voir si en effet il y a une différence entre le début du programme et la fin du programme. Et je vais vous montrer quelques résultats par la suite pour montrer que oui, il y a bien sûr des résultats positifs. Très rapidement, on s'aperçoit, surtout dans le monde RH, qu'un programme de coaching associé à une formation, qui par exemple là en leadership, permet de développer les compétences encore plus, puisque en effet la formation est toujours utile, il y a certains bénéfices, mais aussi la formation peut apporter du contenu théorique ou de la réflexion avec nos collègues, où il peut y avoir aussi de la mise en situation et d'autres choses. Mais en tout cas, ici, c'est bien pour montrer qu'en effet, l'accompagnement du coach, grâce à ses questions, sa présence, son soutien, tous les mois sur 6 mois, à raison en moyenne de 2 séances par mois de coaching, plus des micro-formations
qu'il est possible de passer sur la plateforme, cela permet un apprentissage, il est certain, mais aussi une meilleure connaissance de soi-même et donc du coup un changement comportemental. Parlons un petit peu de la personnalisation ou un peu plus de la personnalisation grâce au coaching. En fait, le coaching digital permet cette mesure comportementale puisqu'il est possible de poser des questions au coach, au coaché et de voir cette évolution dans le temps. Ça s'organise à grande échelle. Ça accélère définitivement le transfert des apprentissages, cet ancrage dans le temps. Grâce notamment aux micro-formations, c'est-à-dire par exemple si mon objectif de coaching est la résilience, j'aurai l'opportunité de passer une mini-formation sur la plateforme CoachHub pour apprendre ce qu'est la résilience, en théorie, qu'on peut développer la résilience. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que je rencontre mon coach, j'aurai une meilleure connaissance de la compétence que je souhaite développer et donc plus de facilité pour la développer bien sûr. D'autres avantages du coaching digital, c'est bien sûr, je peux rencontrer mon coach peu importe où je suis. Donc aujourd'hui, en effet, aujourd'hui je suis en France, je retourne chez moi à Berlin dimanche. En effet, il ne faut pas trop voyager, mais peu importe où on est, si on est chez soi ou au travail, le coaching digital permet d'être plus facile d'accéder, mais aussi améliore la diversité et l'inclusion, puisque je ne dépends plus de mon réseau de coachs qui est dans ma géographie, mais je peux aussi faire bénéficier de l'expertise de coaching ou de coachs qui sont autre part ou que je ne peux pas, qui sont au dehors de mon réseau. Et donc on voit une vraie amélioration de la diversité et l'inclusion grâce aussi au coaching digital. Si nous continuons, et c'est les derniers diaporamas avant le question-réponse, la fin de ce webinaire, ici, je travaille au sein du Coaching Lab, qui est notre centre expertise coaching chez CoachHub, et il y a en effet beaucoup d'études qui ont été faites sur les bénéfices du coaching, et c'est scientifiquement prouvé. J'imagine si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous êtes déjà un peu initié ou sensible au coaching ou les compétences. Ici, c'est un beau résumé de comment le coaching aide ou sur quel niveau il aide, non pas qu'au niveau individuel, mais aussi de l'équipe et de l'organisation. Puisqu'on parle d'effet ricochet, c'est-à-dire que si un individu reçoit du coaching en entreprise, le fait que lui-même change sa perception, a une meilleure perception de lui-même et prend un chemin de développement et d'évolution, il y a de fortes chances que cet effet bénéfique se répercute ou un impact se multiplie autour de lui ou d'elle. Donc quelques chiffres, puisque le coaching se fait de façon digitale, donc on peut utiliser l'intelligence artificielle, on peut utiliser du coup la plateforme pour récolter des informations, des data comme on parle. Et donc on voit déjà en fait que tous les coachés CoachHub ont adopté le coaching, en tout cas ont complété un programme de coaching. Ça c'est quelque chose de bon, d'utile à mesurer. Ensuite, nous aussi mesurons la qualité, l'alliance relationnelle entre le coach et coaché. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand prédicteur de l'efficacité du coaching. C'est-à-dire que mieux je m'entends, plus je fais confiance à mon coach et plus j'ai de chances d'avoir un changement comportemental et que mon coaching fonctionne. Et chez CoachHub, nous avons presque une moyenne, on va dire 5 sur 5, en tout cas une grande qualité de nos coachs certifiés. Petite note à part, donc nous avons 2500 coachs et ils sont tous certifiés ICF ou EMCC, qui sont les deux plus grands organismes de reconnaissance ou de certification de coach. Donc, ce qui explique, je pense, ce bon chiffre. Et ensuite, je veux dire un dernier chiffre qui est 89% de nos coachés disent qu'ils ont implémenté un nouveau comportement, surtout un comportement managérial, suite au programme de coaching. Par exemple, si je souhaitais mieux déléguer à mes équipes, en effet, au bout de 2 mois ou 3 mois ou 6 mois de coaching, en tout cas, la compétence délégation a été développée parce que je me suis aperçu, ou je peux dire que je délègue davantage à mes équipes. Et si j'ai fait un test 360, je pourrais voir ce même type de retour positif de la part de mes collaborateurs. Donc, vous voyez, ça a été
simple, j'espère, court, j'espère, toujours 1 heure, mais ça a donné une bonne introduction à comment identifier les compétences, je pense, de façon fun, il faut le dire, Pierre. Hein, j'aime beaucoup ton outil, ta plateforme, hein, aussi, et aussi de façon aussi comment l'accompagner grâce à un programme de coaching et qu'est-ce que c'est. Et donc maintenant, nous avons 5 minutes de temps, un moment, 5 minutes pour échanger avec vous, ce qui est assez court, mais on peut être aussi efficace dans les 5 dernières minutes. Donc, avez-vous des questions? Vous pouvez soit les mettre dans le chat sur GoWebinaire, mais pour vous dire, pour être honnête, j'ai une petite préférence sur Menti, puisque j'ai un meilleur contrôle de l'outil Menti que GoToWebinar. Donc, est-ce que vous avez des questions? Le stage is yours. Pierre, as-tu des questions? Non, très bien. Le temps que les questions arrivent, c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie complémentarité et l'usage le plus pointu qu'il puisse avoir de la solution de Skilder, elle est vers le coaching. Parce qu'effectivement, c'est cette manière qu'on peut avoir le plus de matériaux et utiliser le plus de matériaux. Parce que si on est juste de l'évaluation, on va prendre une décision. Ça nous permet vraiment en fait d'utiliser aussi les matériaux de l'interaction pour le concrétiser en action de coaching. Et c'est là que CoachHub a vraiment une force importante méthodologique pour justement concrétiser ces observations en comportement concret. Merci Pierre. Je vois déjà une question, on voit une question sur Menti. Juste pour vous dire que s'il y a une question dans le chat, je ne la vois pas. Donc s'il y a ce problème technique, si vous avez mis une question dans le chat, désolé, je vous recommande de quand même la mettre sur Menti pour être sûr que nous la voyons. Donc première question, il faut que je... voilà. Ne pensez-vous pas que la digitalisation des coachings puisse biaiser les résultats? J'aurais préféré vous demander un peu plus de détails sur cette question. Qu'est-ce que vous entendez par biais et quelle est la question vraiment derrière? Mais la réponse qui me vient là tout de suite, en fait, il n'y a pas d'impact négatif, ou il n'y a pas de grande différence d'efficacité du coaching entre le coaching en présentiel et le coaching à distance, donc digital, puisque l'alliance relationnelle entre le coach et le coaché reste puissante et toujours en fait mieux, d'ailleurs mieux mesurable hein, de façon digitale. Donc en fait non, si c'est ça la question, non, l'efficacité, les bénéfices du coaching sont aussi présents en digital. Nous avons une deuxième question. Vous avez matché les types de personnalités ProcessCom avec. Oui. Oui, je t'en prie. Je faisais un petit complément sur le biais. Le biais, alors il y a le biais de coaching et le biais d'évaluation. Il y a un petit peu les deux. Sur le biais d'évaluation, il y a des choses vraiment très intéressantes parce que un grand pilier des études scientifiques qu'on mène, c'est de venir avoir des outils qui viennent révéler la naturalité des comportements. Donc, on vient vraiment travailler sur des comportements qui ont été induits pour n'être que naturels. Hein. Finalement, je prends un exemple simple. Hein. Vous avez 2 emails à rédiger en 5 minutes, vous allez avoir une naturalité de rédaction qui va être beaucoup plus importante qu'une lettre de motivation que vous allez faire relire par 3 personnes avant. Donc, cette question de naturalité, elle est vraiment importante. Et ensuite, le biais par digital, ça reste toujours une relation avec le coach. Et c'est cet outil-là que permet effectivement cette association que propose CoachHub, elle permet de démocratiser aussi le coaching et de le rendre accessible alors qu'il ne l'est pas. Et on est dans une situation, dans une relation qui est plus individualisée et il y aura moins de biais là-dessus que de ne pas faire l'action de coaching, je dirais. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de très puissant à rendre accessible à des gens qui ne pourraient pas avoir cette individualisation, je dirais, du coaching.
Très bien. Alors, je vois qu'il est 16 heures. Je suis toujours respectueux, je veux toujours être respectueux du temps de tout le monde. Donc, peut-être, Pierre, est-ce que tu arriverais à répondre en une seule phrase à la question affichée ou pas? Ou est-ce qu'on le fera Ah séparément? oui, bien sûr. Très bien. Ouais, je vais y répondre en une seule fois. On est vraiment pas le process com, on est vraiment sur de la personnalité. Voilà. Donc nous, D'accord. Skilder, on ne fait pas de la personnalité, on fait de la compétence. Donc on vient sur travailler sur des comportements concrets, utiliser des tests de personnalité pour comprendre se connaître soi-même la personnalité, utiliser Skilder pour travailler et observer de la compétence. Mhm. Et bah, dernière question très rapide, un coaching d'un collectif de travail est-il possible? La réponse courte, oui. Je ne pourrais pas élaborer tout de suite parce que je veux vraiment respecter votre temps. Et donc, on aimerait vous remercier, Pierre et moi, de votre temps. En effet, c'était un plaisir, Pierre, de travailler avec toi, de présenter euh, ces idées autour du soft skills, comment les identifier et comment les accompagner. Donc, merci à tous pour votre temps une nouvelle fois et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez continuer la conversation. Très grand Merci plaisir. beaucoup, Merci Pierre. beaucoup, Morgane. Merci.